Bienvenue sur le podcast Ensemble pour une médecine intégrative. Une nouvelle vision de la communauté veut émerger dans le monde. Ce podcast invite à la collaboration de différents professionnels pour la création d'un pont entre les approches scientifiques et holistiques, entre la médecine conventionnelle et les médecines douces, pour que nous puissions un jour réellement dire Ensemble pour une médecine intégrative. Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Ensemble pour une médecine intégrative. Aujourd'hui, je reçois une personne très importante dans ma vie qui a eu une influence significative tant sur le plan personnel que professionnel. Je reçois Sylvie Asselin, ma mère. Sylvie a débuté ses études en gérontologie au début de la vingtaine et a œuvré près de 30 ans dans les services de santé et services sociaux, avant de faire un virage professionnel dans les médecines complémentaires, soit en tant que naturopathe. Sylvie a travaillé 10 ans dans le milieu hospitalier et en CHSLD et 17 ans en CLSC en tant qu'auxiliaire familiale et sociale auprès d'une clientèle en perte d'autonomie ou en fin de vie. Elle œuvre depuis 20 ans en pratique privée en tant que naturopathe et thérapeute en relations d'aide spécialisée en intelligence émotionnelle du corps et en kinésiologie holistique. Elle enseigne également à mon centre de formation Satnam et elle est une personne experte dans son domaine qui a de belles choses à nous apporter aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, dans cet épisode avec Sylvie, on va aborder différents sujets touchant l'importance d'une médecine intégrative pour notre société. Alors, bienvenue Sylvie. Merci pour la présentation. Oui, c'est bien fait. Très bien fait. Je suis super contente que tu aies accepté de venir enregistrer un épisode avec moi parce que je trouve que tu as une belle histoire à raconter, puis tu as travaillé des deux côtés du pont. Hein. On est ici pour parler de ce fameux pont qu'on veut entre les médecines. Et avant d'aller de l'autre côté du pont en médecine complémentaire, j'aimerais ça qu'on aborde un petit peu ta réalité en tant qu'auxiliaire familiale et sociale en CLSC, en CHSLD, dans le milieu hospitalier et de ce qui a été bien dans cette profession-là et de ce qui a été des enjeux qui t'ont fait peut-être un jour bifurquer vers la naturopathie. Alors, voilà. Comment ça se passait? Premièrement, pour ceux qui ne connaissent pas le métier d'auxiliaire familial et social, comment ça se passe? C'est quoi ce métier-là? Quelles sont les tâches d'une auxiliaire familiale? Bien, à l'époque, dans les années 80, il y avait beaucoup de relations d'aide quand on était auxiliaire familial et social. C'était un peu comme un mélange de travailleur social et toutes les aides, aide domestique, aide pour les soins de santé, les soins corporels et tout ça. On avait énormément de temps, énormément, je dis énormément parce que je fais un comparatif avec aujourd'hui, mais on avait beaucoup de temps pour accompagner la personne. Donc, pour prendre le contact, savoir comment la personne évoluait dans son mieux-être ou malheureusement dans son mal-être. Et on avait aussi beaucoup de rencontres en groupe. Donc, on était capable de suivre les gens et apporter des améliorations dans leur quotidien. Dans leur quotidien. Et toi, tu allais à domicile. Là, une grosse partie de ta pratique s'est faite à domicile là, quand tu étais en CLSC. C'était complètement à domicile. Donc, tu travaillais auprès de la clientèle, mais aussi auprès de la famille. Il y avait comme l'environnement comptait là, dans ton approche. Là. Tu pouvais travailler auprès de ceux qui étaient près de ce client-là, les parents, parfois les gens qui s'occupaient d'eux, ou tu étais seulement en relation avec ton client, le patient? Bien, moi, j'avais une spécialité en fin de vie. Donc, c'est certain que quand je rentrais chez des gens, mais comme la majorité des auxiliaires familiales et sociales de l'époque, aujourd'hui, j'aurais de la misère à dire là, comment ça fonctionne exactement. Mais oui, j'avais des contacts avec tous les membres de la famille et on rapportait comment les enfants allaient. Des fois, c'était des gens qui étaient quand même jeunes, là, qui étaient en fin de vie. Donc, il y avait des jeunes enfants, il y avait le conjoint ou la conjointe. Des fois, il y avait la mère qui était impliquée, la grand-mère, pour de l'aide et tout ça. Et quand j'étais avec des personnes plus âgées, bien, c'est sûr qu'il y avait moins de gens dans la maison habituellement.
à moins qu'ils étaient très, très hypothéqués. Là, ben là, c'est sûr qu'ils vivaient chez les enfants et tout ça. Puis les rôles de l'auxiliaire familial lorsqu'on arrive dans un milieu pour aller aider, c'est quoi les tâches et les rôles? On fait quoi? On fait l'épicerie, on aide dans le ménage, on donne des bains, on s'assure que ça va bien sur le plan, je ne sais pas, physique, la santé. Qu'est-ce qu'elle fait, l'auxiliaire familial, au moment où tu es sur le terrain, toi? À l'époque, on Ouais. allait justement, on s'occupait des finances, à voir, parce que des fois aussi, il y en avait qui avaient il y avait des problématiques avec les enfants et tout ça, puis on les protégeait dans leurs biens, leurs acquis, tout ça. Et il y avait aussi l'aide aux bains, bien entendu, les soins d'hygiène. Il y avait l'alimentation, il y avait les tâches ménagères. Il y avait toute la surveillance par rapport à la médication. Oui. Parce qu'on veillait à ce que la médication soit prise. Les piluliers, il y a des gens chez qui j'allais à tous les jours, mais il y a des gens chez qui j'allais 1, 2 fois par semaine. Fait que c'est certain qu'on vérifiait à ce que la médication soit adéquate. Puis, tu sais, tout à l'heure, tu partageais dans le cas des aînés, si les aînés ont des enfants, puis les enfants sont âgés, là, les enfants, c'est des adultes, et que les enfants, quelque part, manipulent leurs parents ou les utilisent, on parle de violence financière. Des fois, tu observais de ces enjeux-là, mais aussi de la violence physique, hein, de la violence psychologique, de la violence financière. Donc, votre rôle était aussi de s'assurer de la sécurité puis du bien-être de ce client-là qui est vulnérable, en fait, là. C'était à tous les niveaux, là. Absolument. Puis comme on était des équipes très serrées, là, c'était très agréable à l'époque. On sentait qu'on avait un soutien de nos consoeurs, nos confrères aussi. Donc, on rapportait ce qu'on observait, puis on changeait les temps, on allait on arrivait à l'improviste un peu. Tu sais, quand on avait des doutes, là, qu'est-ce qui se passait et tout ça. Tu sais, il y a même des endroits, je me rappelle, on avait mis des cadenas sur les congélateurs parce que la nourriture disparaissait et tout ça. Là, tu sais. Ouais. Il y avait beaucoup d'enjeux. Je pense qu'il y en a tout autant aujourd'hui, sinon plus. Là. Oui. Mais on était les yeux, dans le fond, pour protéger ces gens-là Oui. à l'époque. Là. C'est un métier important parce que, comme tu dis, vous alliez directement dans le milieu de vie. C'est là où les choses se passent, puis c'est là où on voit les comportements. Tu sais, quand il y a des trucs, c'est subtil parfois, c'est pas dit, mais on le sent qu'il y a quelque chose qui marche pas. Mais c'est un peu votre rôle de le faire voir. Tu sais, évidemment, il y a d'autres professionnels qui se rendaient sûrement à domicile, une travailleuse sociale ou autre, mais vous faisiez partie des professionnels qui œuvrent pour s'assurer de la sécurité, du bien-être et de la santé de vos clients. Absolument. Puis, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu d'un phénomène de société. On le sait, en santé, services de santé, services sociaux, depuis de nombreuses années, avec les coupures budgétaires, avec les gouvernements en place, ça bouge, ça change constamment. Mais on observe de plus en plus dans tous les milieux des services de santé, des services sociaux, qu'il y a une certaine coupure. Tu sais, on va voir un médecin, je veux dire, à moins d'un médecin spécialiste avec des rendez-vous de longue durée, ils ont un temps très rapide pour trouver ce qui est là, prescrire un médicament. On n'a pas beaucoup de temps dans les bureaux. Là, je parle des médecins, mais tu sais, il y en a plein, là, des services comme ça qui ont été touchés. Puis j'aimerais ça que tu nous en parles, pas pour amener du négatif sur le système, mais plus pour faire voir qu'il y a des enjeux dans le système, puis il y a de plus en plus de gens qui cherchent aussi une façon de se faire accompagner autrement parce que le professionnel devient limité dans le temps qu'il a à consacrer à un client ou à un patient. Et la qualité aussi va y coper si on n'a pas le temps, tu sais. Alors, j'aimerais ça que tu nous parles, dans les années juste avant que toi, tu quittes le système puis que tu te réorientes, là, il s'est passé ces coupures-là, puis tu étais, disons que tu étais visée un petit peu comme la personne qui n'écoute pas trop les règles parce que pour toi, c'était, je m'en rappelle parce qu'à ce moment-là, j'étais ado, là, puis on en parlait, ado ou début adulte, là, mais c'était impossible pour toi de rentrer dans une maison puis de dire en 10-15 minutes, puis là, peut-être j'exagère, c'est peut-être 20 minutes, là, mais le bain va être donné. Tu sais, quand on rentre dans une maison avec quelqu'un de vulnérable, c'est pas vrai qu'on peut rentrer là, le déshabiller, le mettre dans le bain, le laver puis s'en aller. Hein. Il y a tout l'aspect de la relation, de l'intimité, de la vulnérabilité d'une personne. Ça demande un contexte, ça demande de jaser, ça demande... Et tout ça, ça a disparu à un moment donné dans les soins, dans les services. J'aimerais ça que tu nous en parles.
c'est quoi qui s'est passé? Dans quelles années on est? Puis après ça, ça a juste comme continué. Là. On est encore dans cette réalité-là dans beaucoup de professions. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Oui, bien, dans les années 90, là, 96, 97, 98, et jusqu'à 2000, là, 2002, là, il y a eu des gros changements par rapport au temps alloué à ces personnes-là à domicile. Il y a eu des grosses coupures budgétaires. Et nous, on faisait des discussions de cas qu'on appelle. Et il y avait des professionnels, on se rencontrait, là, il y avait les TS, il y avait des ergots, il y avait les auxiliaires familiales, il y avait les médecins, les infirmières, et on trouvait des solutions ensemble. Ça a été coupé. Il y avait plus beaucoup, avec le temps, là, de moins en moins de rencontres, le temps était écourté, on n'avait plus accès aux dossiers. On avait eu une grosse coupure par rapport au relationnel. On était vraiment spécifique soins d'hygiène. Mais sans l'aspect relation d'aide, c'est impossible. On ne peut pas juste mettre quelqu'un tout nu, le laver, sans être en relation humaine. Ça, c'était terminé, là. Il fallait rentrer, puis il y avait même des protocoles, c'était mains, pieds, fesses, des protocoles, là, que c'était... Tu n'avais même pas le temps d'enlever tes bottes, là. On est quand même, on est au Québec, puis il faut se déshabiller, il faut se rhabiller quand on rentre chez les gens et tout aussi, ça. C'était vraiment... moi, je trouvais que c'était anti-humain, là. Oui, il y a une déshumanisation dans les soins, là. Oui, et comme j'avais fait mon cours de gérontologie et j'étais spécialisée en sénescence et tout ça, bien là, ça allait à l'encontre de toutes mes valeurs. Pour moi, c'était impossible de fonctionner comme ça. Donc, je me suis retrouvée à faire énormément de bénévolat. Oui, je me souviens. J'allais les fins de semaine gratuitement, donner des bains, aider des femmes qui étaient seules avec le mari, puis, ou l'inverse, et que finalement, le conjoint restait dans le lit toute la fin de semaine. Là, il n'y avait pas d'aide nécessairement. Et là, les agences ont rentré parce que c'était plus économique pour le système. Et quand les agences sont rentrées, bien, les filles étaient moins formées. J'ai été préposée aux bénéficiaires dans ma vie, j'ai rien contre ça, mais l'aspect plus psychologique, là, je sais qu'on n'a pas le droit de trouver. Non, ça c'est bon, on a le droit d'être en relation d'aide. Oui, l'aspect plus psychologique était pas vraiment là, c'était vraiment c'était comme une shop là, de soins d'hygiène. Et j'ai même inclus mon conjoint là-dedans. Je faisais tout ce que j'avais pas le droit de faire, finalement. Mais comme c'était de la gratuité, le soir, j'allais coucher des patients que je savais qui auraient été couchés à 3 heures de l'après-midi, puis ça aurait été juste au lendemain matin. Et là, j'étais plus capable de... T'étais une rebelle. Oui, j'étais un peu rebelle. Puis un jour, tu es sortie du système parce que, en fait, ce qu'on te demandait, c'était de rentrer dans les rangs, d'être opérationnel en 15-20 minutes, d'être dans une déshumanisation. C'est pas ça le but, mais vu les coupures, c'est ça le résultat. Puis là, toi, tu as fait, moi, je vais me rendre malade si je continue dans cette façon-là de travailler et que ça va à l'encontre de tes valeurs. Oui. Puis ce que je me suis aperçue aussi, parce que nous, on vérifiait quand même tous les médicaments, les piluliers, tout ça. Puis comme j'allais chez des gens il y en a, c'était plusieurs années. Des gens, j'étais allée là pendant 7 ans, 8 ans. Et je me rendais compte que les piluliers augmentaient tout le temps. Oui. Je voyais que plus on coupait les services, moins il y avait d'accès à tout ce qui était relationnel, on avait moins de temps pour parler avec eux, plus la médication augmentait. Oui. Et ça, c'était flagrant. On en parlait entre nous, on le voyait. Et là, j'ai été impactée. Là, j'étais vraiment dérangée. Parce que ça allait à l'encontre de la médecine d'Hippocrate, qui pour moi était vraiment importante, là. Oui. Intéressant. Et ça va nous amener doucement vers ta transition. Je me souviens, tu es dans la mi-trentaine. Tu vas débuter des études en naturopathie.
dans une école professionnelle en naturopathie. Je me rappelle que ça dure quelques années parce que tu fais ça à temps partiel en plus d'être auxiliaire familial. Et tu étudies très fort parce que la naturopathie, lorsqu'on est dans des bonnes écoles, il y a de l'étude, il y a de la bio là-dedans, il y a beaucoup de choses à apprendre sur le corps. Et à un moment donné, tu vas être diplômé et tu vas commencer une transition à temps partiel. Tu vas démarrer ta clientèle en naturo tout en étant auxiliaire familial et tu vas faire ça quelques années là, avant de vraiment quitter le système officiellement. Je pense que tu es autour de mémoire, là, tu me diras si je me trompe, mais tu as à peu près 45 ans quand tu vas devenir naturopathe. Est-ce que c'est exact? Je vais avoir mon diplôme officiel, là, je pense que c'est en 2002. 2001-2002, là. Oui, donc tu es à peu près, en tout cas, tu es autour de ces âges-là. Et moi, j'aimerais savoir pourquoi avoir choisi la naturo. Tu sais, il y a plusieurs approches en médecine douce. Quand tu as décidé de faire la transition vers les médecines complémentaires, pourquoi les médecines complémentaires? Puis, précisément, pourquoi la naturopathie? À cette époque-là, parce que je sais qu'aujourd'hui, tu es rendu ailleurs aussi en médecine complémentaire, mais tu as commencé par ça. Bien, premièrement, c'est personnel. C'est par des problèmes de santé que j'ai eus. Et c'est sûr que moi, j'honore la médecine traditionnelle. On a besoin de la médecine qui est existence, des médecins et tout ça. Mais étrangement, dans ma vie, les problèmes de santé que j'ai eus, j'ai pas pu avoir de l'accompagnement en médecine traditionnelle. Donc, j'ai dû être accompagnée par des naturopathes ou autres. Là. Oui, puis on va préciser, c'est pas que tu n'as pas pu avoir d'accompagnement, mais c'est que tu n'as pas eu de résultats. Les solutions proposées pour les maladies ou les problèmes de santé que tu avais ne se guérissaient pas, ou traitements, médicaments ou autres, mais finalement, tu n'allais pas chercher les solutions que toi, tu recherchais. C'est pour ça que tu t'es ouvert à la naturo ou d'autres accompagnements. Est-ce que c'est exact? Oui, c'est ça. C'est que je voulais avoir des guérisons complètes et à chaque fois, j'avais une problématique qui, finalement, ce que je recevais comme pronostic, si on veut dire, là, c'était, il va falloir apprendre à vivre avec les séquelles de ça. Et pour moi, ça, c'était inacceptable. Je croyais que mon corps, il y avait plus de capacité de guérison que ça. Donc j'allais me faire aider autrement et ça fonctionnait bien. Oui. Donc, je suis rentrée dans le monde naturel de cette façon-là. Puis, je vais me permettre, parce que tu m'as autorisé à le dire, on parle quand même de... Moi, je me souviens de 3 problématiques de santé que tu as eues dans ta vie. On va dire entre la mi-adolescence, là, je n'étais pas née, jusqu'à, mettons, la fin de la trentaine. Tu as eu quelques maladies qui t'ont visité. On parle de l'asthme, que tu as complètement réglé. On parle d'endométriose. On t'avait suggéré sur le plan médical une opération. Bien, en fait, ce n'était pas suggéré, c'était ça la solution. Tu as refusé l'opération et tu t'es toi-même tourné vers d'autres alternatives et tu as réglé l'endométriose. Et tu as aussi réglé une problématique d'hernie discale et de paralysie due à ces 2 hernies-là, qui, sur le plan médical, il y avait du soulagement par médication, mais pas de solution autre. Et tu as aussi totalement réglé ces enjeux-là. Fait que je trouve ça important qu'on le nomme parce que ce sont des histoires de cas réels, toi comme tant d'autres qui vivent ces histoires-là au Québec. Mais comme on n'a pas de faits scientifiques à l'appui, ça tombe un peu dans le vide. Il faut en parler parce que ce sont des belles études de cas pour qu'un jour, des scientifiques veulent bien peut-être se pencher sur des alternatives. Et voilà, fait que je voulais le nommer. Tu es à l'aise avec ça? Oui. Parfait. Donc, éventuellement, après avoir été toi-même accompagnée pendant que tu es auxiliaire familial, pendant que tu es dans ta vingtaine, ta trentaine, et que ça a donné des résultats, tu vas aller étudier ce qui t'a le plus aidé à ce moment-là, la naturopathie. Oui. Et tu vas débuter ta carrière en tant que naturopathe. Puis, à un certain moment, dans ces années-là, moi, je deviens bachelière en psychoéducation. Tu sais, juste mettre le contexte, je vais travailler dans les services de santé, services sociaux comme thérapeute en dépendance, en toxicomanie, entre autres. Puis toi, tu es naturopathe, là. Tout ça va se passer. Puis un jour, pour ceux qui suivent mon podcast, moi, je vais être amenée à avoir un enfant malade qui fait de l'arthrite juvénile idiopathique. Et tu vas m'accompagner en tant que grand-maman, que maman, avec mon enfant pour qu'on puisse trouver des solutions autres que le méthotrexate, que les anti-inflammatoires et tout ça. Et je vais aller étudier
en décodage des maladies, en intelligence émotionnelle du corps, qui a différentes appellations, là. Mais on avait déjà étudié, toi et moi, j'avais 17 ans à l'époque, 18 ans, ces formations-là pour notre plaisir personnel. On avait déjà une curiosité là, quand je suis à la fin de mon adolescence, puis on avait fait des études là-dedans. Donc là, on y est retourné ensemble, mais d'une façon professionnelle, à l'époque où mon fils est malade. Et là, tu vas aller chercher cette spécialisation-là. Tu vas aller chercher une spécialisation en kinésiologie holistique. Tu vas aller faire des cours d'hypnose. Là, tu vas aller développer la partie relation d'aide, la conscience des stress, le corps et tout ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette passion-là que tu as, puis de ta vision là-dessus dans ton accompagnement? Est-ce que ça l'a amené de greffer ça à la naturopathie, parce que c'est sûr que ça a changé ta pratique professionnelle, de t'ouvrir à d'autres façons de t'occuper de l'aspect de la santé? Oui. Ouais. En 96, c'est le troisième gros problème de santé que j'ai eu. C'est quand j'ai eu des hernies cervicales importantes et ça a compressé un grand muscle du corps qui s'appelle le grand dentelé, qui aide l'omoplate à rester en place. Et mon omoplate a tombé complètement. Donc, ça faisait comme un aile extérieur. Et là, c'était des souffrances vraiment extrêmes. Et comme ça faisait la troisième fois que, là, vraiment, j'étais accompagnée, puis je me disais, même si je change mon alimentation, même si je fais des choses comme ça, je récidive. J'ai des problèmes de santé récurrents là, qui sont importants, différents, mais quand même importants. Et c'est là que j'ai dit, je vais aller me former et je vais aller chercher... je veux être vraiment connaissante. Je veux pas que ce soit les autres qui m'aident. Je veux comprendre qu'est-ce que je fais complètement. Là, j'ai fait mon cours en naturopathie avec le Collège des naturopathes du Québec, l'IFN, qui était à but non lucratif, qui était la plus vieille institution, 1963 à l'époque, là, avec une approche hygiénomiste et tout ça. Et à partir de là, là, j'ai vraiment rentré dans... Je suis tombée dans la potion d'Astérix, là, Obélix, parce que j'étais vraiment passionnée. Là, je me suis développée en alimentaire, je faisais de la nutrithérapie, j'ai écrit un livre, je faisais des ateliers. J'étais vraiment... j'étais allumée. Là, j'ai dit, je viens de trouver qu'est-ce qui va dessiner le reste de ma vie. Mais j'accompagnais des gens, et je me rendais compte qu'il y avait des gens qui stagnaient. Juste avec l'alimentation, ça fonctionnait, mais un peu comme moi, il y avait des rechutes, il y avait d'autres problèmes, il y avait tout le temps des choses qui s'ajoutaient, qui venaient mettre des freins à leur lancée. Et à partir de là, je me suis développée, comme on avait déjà fait ce cours-là, en intelligence émotionnelle du corps. Et là, ça a été, j'ai dit, je viens d'avoir toutes les facettes que l'être humain a besoin pour trouver le chemin de la libération, finalement. Comment on fait pour accompagner des gens et les aider à... Surtout en prévention, tu sais, parce que c'est pas tout de régler un problème de santé. On peut-tu arriver à mettre assez de prévention pour éviter d'aller dans cette souffrance-là? Puis je trouve ça le fun que tu amènes ce point-là parce que malheureusement, beaucoup de personnes attendent d'être dans un état de maladie avec des symptômes pour s'occuper de leur santé. Mais plus on est éduqué, plus on est curieux, plus on veut apprendre et plus on se responsabilise, plus on est en prévention. Parce que dès qu'un petit symptôme pop, on est capable de se regarder en temps réel puis de faire « Oups, qu'est-ce qui se passe? » Même là, si c'est micro-sensible, tu sais, comme « Ah, on dirait que j'ai une petite sensation à telle place dans le corps. » C'est pas de devenir parano, là, mais « Ah, il se passe quelque chose. Est-ce que je vis un stress? Qu'est-ce qui est là dans ma vie? Qu'est-ce que je peux modifier? » Puis d'être dans la connaissance, ça amène énormément d'autonomie. Et c'est ça qui est magnifique dans le fait d'avoir cette envie-là de se former, surtout dans un système comme aujourd'hui où on est complètement dépendant. Et
où il y a beaucoup d'attentes, les services sont restreints, puis encore là, c'est pas pour critiquer, c'est une réalité, bien, devenons autonomes le plus possible. Absolument. Absolument. Puis le corps humain, je trouve que c'est un peu comme être un enquêteur. C'est une recherche. C'est une recherche de soi. C'est la compréhension de ses émotions, de ses histoires. Quand plus on se comprend, plus on découvre ce qui nous habite, plus on est autonome et on est capable de sortir de plusieurs problèmes de santé. Et que ça a vraiment tout changé à partir de là. Et à partir du moment où j'ai rentré l'intelligence émotionnelle du corps, toutes les autres formations que je suis allée chercher, tout qu'on va retrouver dans Satnam aussi, là, c'est tellement multi dans l'approche, dans notre façon de travailler. Quand on va dans cette façon-là de faire, on se rend compte qu'on est capable d'aider plein de personnes. La seule personne qu'on ne peut pas aider, c'est la personne qui n'a pas le goût d'aller là. Moi, je pense qu'on est libre dans la vie d'accepter de vivre avec nos problématiques ou d'aller plus loin puis d'essayer de les dégager. C'est une liberté totale. C'est une question de choix. On est 100% responsable de nos choix. Et ça demande de la persévérance, ça demande de l'implication, ça demande beaucoup d'énergie de se comprendre, de s'accompagner soi-même. Et je suis en respect avec tous les choix des autres. J'aimerais ça t'amener quelque part, encore là, à toi de voir si tu veux ouvrir sur le sujet, mais comme tu es ma mère, je t'ai vue tout au long de ma vie. Je te mets dans la catégorie des guerrières, plus que moi, là. Moi, j'ai du courage, mais je suis un petit peu plus... je suis un peu moins combattante. Je t'ai beaucoup vue dans l'énergie de celle qui défonce des murs. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es plus calme, tu es plus sage. Mais j'aimerais ça t'entendre sur... C'est pas facile, le contexte des années où nous, on est là. Toi, tu es né à la fin des années 50, 59, je pense. Moi, je suis née en 81. La société a évolué, mais il y a encore du chemin à faire. Puis, tu es une des pionnières. Tu sais, je me souviens quand tu étudiais en naturopathie, tu es prof en naturopathie à l'époque où l'école est en présentiel, puis ça dure des années. Ce n'est pas des formations en ligne rapides, là. C'est vraiment plus long là, comme démarche. Tes enseignants vont faire de la prison en naturopathie. On parle au Québec, là. Ils vont se faire mettre en prison, ils se font sortir parce qu'il y a des fonds pour les sortir de là. Mais ils font de la prison parce que la naturopathie, c'est un métier non légiféré là, au Québec. Encore à ce jour, on a hâte que ça puisse l'être. J'ai pas revu des gens faire de la prison, là, mais ils en ont fait. Hein. Je pense que c'est dans les années 90. Dans les années 70, 60, 80. Il faut du guts pour dire je vais aller étudier un métier où mes profs se font mettre en prison. Qu'est-ce qui fait que tu as cette énergie-là, que tu as ce courage-là d'avoir osé ces chemins moins fréquentés? Tu aurais pu vraiment te la faire facile, tu sais. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas arrêter le mouvement puis qu'on a besoin que les gens le sachent, qu'on a besoin que les gens s'ouvrent, que les gens se développent, que le message passe? Qu'est-ce qui fait qu'on veut faire évoluer une société? Tu sais, on pourrait s'occuper juste de notre nombril, hein? Tu l'as fait, t'occuper de ton nombril, je l'ai fait, celui du mien puis celui de mon enfant. Puis moi, j'ai mes réponses, mais j'aimerais entendre les tiennes. Où est-ce qu'on la trouve, cette énergie-là? Bien, il y a comme quelque chose à l'intérieur de moi qui a tout le temps été là, que je peux difficilement expliquer. C'est comme un feu là, qui brûle en dedans. Et c'est pas quelque chose que je pouvais taire. Souvent, je regardais les façons de faire les choses, les façons d'accompagner les gens, puis je me disais, ça se peut pas. Un humain, c'est plus que ça. Ça peut pas être juste ça, un humain. C'est pas juste un paquet de cellules qu'on essaye de reconstruire avec des opérations, de la médication.
c'est beaucoup plus que ça. Et moi, je viens d'un milieu où, avant moi, il y a 2 enfants qui vont naître. La première va décéder à 8 mois et d'une méningite. Et il y a une histoire de vaccination là-dedans. Je ne rentrerai pas là. Mais ça va faire que je vais avoir 2 parents avec 2 visions différentes de la santé. Je vais avoir une mère qui va être très docile. J'appelle ça docile parce que c'est pas qu'elle est d'accord avec tout, mais elle va accepter que des gens sont instruits et leur vérité à eux. Ils savent plus que Ils savent moi-même plus ce que que j'ai moi. besoin. C'est Oui. une femme de son époque, donc elle est beaucoup plus, peut-être pas soumise, mais docile. Mon père va être un réactif par rapport à tout ce qui est médical. Quand ma mère nous amène chez le médecin et qu'il y a une action qui est posée, mon père, c'est complètement... il est en colère, il n'est pas content qu'elle nous ait fait vacciner ou des choses comme ça quand je suis très jeune. Oui, parce là. que la réalité à ce moment-là, c'est que l'enfant décède suite à un vaccin. Donc, ça va être mis dans la réalité de l'histoire familiale. C'est certain. Là, Et mais voilà. bon. Et ça va faire de moi comme... C'est comme toujours la quête. Premièrement, chez nous, la mort existe. C'est comme si la mort flotte dans la maison tout le temps. Mes parents sont très anxieux de notre santé et en tout deuil. ça. Et en deuil d'un enfant. Et en deuil qui ne vont jamais régler, parce qu'à l'époque, il n'y a pas d'accompagnement adéquat, en tout cas, pas dans je viens quand même d'un milieu assez pauvre, donc il n'y a pas ce qu'il faut pour accompagner ma mère, du moins. Et on va vivre dans ce genre de danger qui plane tout le temps. Et je me dis, ça peut pas être ça, la vie. Et toute ma vie, je vais aller à la quête du mieux-être pour moi-même et du mieux-être pour les autres. Et à partir de là, je ne pourrai plus jamais arrêter ça. Je ne suis pas un anti-médecine, mais je ne crois pas à la médecine s'il n'y a que ça qui existe. Oui. Je ne peux pas croire à ça. C'est anti-humain, c'est un être humain, c'est quantique, c'est énergétique, c'est émotionnel avant toute chose. Donc, ça va beaucoup guider mes pas là-dedans. Ouais. Et comme tu es très solide dans tes convictions et que ta vérité, tu l'honores tout simplement, c'est là, peu importe ce que les autres en penseront, toi, tu connais le chemin que tu as emprunté, ce qui a été bénéfique pour toi. Pour tous ceux qui œuvrent actuellement dans les médecines complémentaires, dans le domaine holistique, je rappelle que le mot holistique vient du mot holos, qui veut dire global et total, donc physique, émotionnel, mental, énergétique, spirituel. Mais ce mot-là, quand les gens l'entendent, ils vont mettre ça dans la braquette des charlatans puis du n'importe quoi. Pour tous ceux qui œuvrent actuellement dans ce milieu-là, qui n'ont pas ta solidité au niveau des convictions, est-ce que tu aurais un conseil pour ces gens-là pour ne pas se laisser, j'ai envie de dire, détruire par ces mots de vocabulaire qui sont utilisés par des gens qui sont plus fermés ou qui ne s'appuient que sur la science et qui vont mettre dans une case tous ces professionnels-là d'une grande qualité au niveau de ce qu'ils peuvent apporter dans la case, en fait, du n'importe quoi, tu sais. Est-ce que tu aurais un conseil pour que ces personnes-là puissent être davantage solides dans leurs convictions puis dans leur vérité à eux, en fait, de ce qui leur fait du bien, tu sais? Oui. Bien, premièrement, je pense que c'est d'être bien entouré, de s'entourer de gens positifs le plus possible, de se nourrir de... je pense que la télé, comme on la connaît en ce moment avec les médias, je trouve que c'est extrêmement toxique. Il y a tellement de choses négatives et les façons de dire les choses et d'apporter les choses amènent les gens un peu dans des cul-de-sac, je trouve. Donc, de se nourrir de podcasts positifs, d'essayer de respecter son rythme aussi. Parce que des fois, c'est l'impatience. L'impatience pour
pour un mieux-être. Il faut être patient pour aller mieux. Il faut être capable de... Il y a des facteurs naturels de santé, pour moi, les piliers, c'est l'alimentation, l'activité physique, l'émotionnel et le repos. Bien, il faut apprendre à respecter son repos, des repos digestifs, des repos des médias sociaux. Donc, être patient, trouver son rythme, bien s'entourer, se nourrir. La nourriture, on le sait, en intelligence émotionnelle du corps, on dit souvent, oui, la nourriture est alimentaire, mais la nourriture, c'est aussi Tout ce que je consomme. les gens que j'aime, les compliments que je reçois ou les critiques que je reçois, c'est ma nourriture. Si je regarde les nouvelles catastrophes, puis que je me nourris de ça, mais c'est tellement indigeste, je ne sais pas comment je pourrais faire pour bien aller. Donc... Oui, puis dans la nourriture, il y a aussi tout ce que je consomme, mais tout ce que je consomme aussi en termes de projet, de passion. Je me nourris de quoi? Intellectuellement, au niveau du cœur, au niveau de l'âme. Qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui nourrit ma vie? Qu'est-ce qui me donne de la vitalité? Ça aussi, c'est un concept qu'on a à développer de façon concrète dans nos vies, développer des passions, des intérêts. Des gens qui ne se connaissent pas, qui se nourrissent de rien ou de négatif. Ça a un impact dans le corps. Mon mentor, Guy Bohémier, qui m'a enseigné la naturopathie, et aujourd'hui, il est décédé, Guy, mais c'est un être de passion. Et il me disait tout le temps, tu sais, Sylvie, quand tu perds ton chemin, va t'asseoir dans la nature, regarde qu'est-ce qui se passe autour de toi. La réponse est là. Et il avait raison, parce que quand je vais pas bien, je m'en vais dans le bois, pas obligée de s'en aller dans les Laurentides, là. Moi, je reste à Terrebonne, on peut s'en aller dans le coteau. Je m'en vais dans le bois, je regarde les arbres, j'écoute les sons, je me connecte à mes 5 sens et je reprends le contact avec moi-même. Je pense que c'est la base de tout, se reconnecter à ses sens, parce que les gens sont souvent déconnectés d'eux-mêmes, là. Mm. Puis, j'aimerais ça qu'on termine sur... tu as fait pendant des années de la consultation individuelle. Tu as le pied dans la retraite, là, on y arrive. Puis je te souhaite tellement de pouvoir profiter autrement de ta vie pour le reste, même si tu n'as pas terminé, quitter le milieu, mais on s'entend que tu as à prendre soin de toi aussi. Mais j'aimerais ça t'entendre sur, dans ces 20 ans-là, pour toutes les personnes que tu as accompagnées, qui ont eu des résultats extraordinaires, les vies que tu as transformées, je sais que les gens se transforment eux-mêmes, mais que tu as transformées en partageant tes connaissances, en accompagnant avec amour, avec bienveillance, avec patience, en éduquant. Ces gens-là qui apportent un retour positif, mais qu'on voit en contrepartie que sur le plan politique, on a énormément de résistance, puis je ramène à l'image de notre fameux pont, énormément de résistance à créer le pont entre les deux médecines. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire s'il y avait un message à passer à cette société-là qui est sans nom? Là, je ne mets pas une personne en particulier. Il y a tellement de gens qui veulent le traverser, le pont, qui veulent aller de part et d'autre des médecines. Mais ce qui nous bloque en ce moment, c'est même pas les gens qui veulent consommer et être accompagnés de façon holistique en utilisant autant la science que les autres domaines. C'est ceux qui ont du pouvoir en ce moment au niveau politique qui bloquent la création de ce pont-là. Est-ce que tu aurais un message? Est-ce que tu aurais un message d'espoir, un message de sagesse? Y a-t-il quelque chose que tu aimerais partager sur le sujet? Moi, je pense que ce que l'humain déteste le plus, c'est le changement. L'humain n'aime pas le changement. Il est confortable, même s'il est mal dans son vécu, son connu, son quotidien. Il est mieux mal dans son quotidien que d'oser le changement. Moi, ce que je dirais aux hommes politiques, aux médecins, aux gens, même aux gens qui sont dans l'holistique, parce que là aussi, il y a de la résistance des fois face à la médecine traditionnelle. Oui. Je pense qu'il y en a des deux côtés. Je dirais, j'espère que les gens vont arrêter d'avoir peur du changement. Parce que c'est dans le changement qu'on arrive à créer
l'extraordinaire, à mon avis. Et c'est dans mes plus grandes peurs et dans mes plus grandes contractions dans ma vie que j'ai trouvé le chemin de ma libération puis de ma guérison. Fait que j'espère que les gens n'auront pas peur d'aller dans la contraction. Il faut oser. Puis les grands chercheurs, les grands scientifiques, des vrais scientifiques, parce que pour moi, un vrai scientifique, c'est quelqu'un qui remet toujours en doute ce qui existe, qui a été accepté comme une vérité absolue. Parce que si je remets en doute ce qui existe comme une vérité absolue, ben je peux découvrir autre chose. Ben je ne peux pas être un scientifique si je ne remets pas en doute ce qui existe. Mm-hmm. Donc, je souhaite que les gens remettent en doute ce qu'on leur dit comme une vérité absolue, même s'ils ont peur. Magnifique. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, c'était un super moment. Je sais qu'on a ces discussions-là dans le salon, dans l'auto, dans nos soupers. Des fois, on leur tape ses nerfs à nos conjoints parce qu'on parle beaucoup de ça. Mais merci d'être venu en parler sur le podcast. C'est vraiment un honneur de t'avoir reçu. Et tu as assurément été dans ma vie une inspiration. Puis, je te remercie de créer ce pont-là avec moi, avec nous, parce qu'ensemble, on va plus loin. Et moi, je terminerai en vous disant, si jamais vous avez des questions pour Sylvie, vous pouvez assurément peut-être encore la consulter en individuel. Des fois, elle a des petites plages horaires, mais bon, elle est plus rendue à transmettre à travers le Centre de formation et santé holistique Satnam son savoir en tant qu'enseignante. Elle a aussi le germoir de Gaïa, là où elle donne des cours d'alimentation, mais aussi de germination pour ceux qui veulent faire pousser du verre et se nourrir. Positivement, elle est l'autrice du livre « Les 4 piliers ». Choisir la santé, une belle façon de s'aimer. Choisir la santé, une belle façon de s'aimer. Donc, livre qui est disponible aussi. Et sinon, bien, je vous souhaite tout simplement des belles réflexions suite à ce podcast-là et de voir pour vous ce qui a résonné. Et je vous souhaite d'être ouvert et, comme Sylvie l'a bien dit, de remettre en question, non pas pour partir en guerre contre ce qui existe, mais pour pouvoir faire évoluer notre belle société. Alors, on se revoit bientôt sur un autre épisode du podcast Ensemble pour une médecine intégrative.